Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape du jour de Tirreno Adriatico, étape numéro 3. On va revenir un petit peu sur le parcours, la météo, mes favoris, puis bien entendu le programme télé en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et vous pouvez surtout cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. Comme d'habitude, plus vous cliquez vite sur une notification sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant sur YouTube. On commence tout de suite avec cette étape, une classique, très clairement, du côté de Tirreno Adriatico. Comme d'habitude, on sait qu'il y a toujours une étape qui est assez longue, entre 230 et 250 km. Normalement, toujours un petit peu vallonnée, c'est vraiment ce qu'on appellerait une étape de transition, parce qu'on va essayer d'aller d'un côté donc de la mer Tyrrhénéenne à la mer Adriatique. Alors on va s'arrêter un petit peu à la moitié de l'Italie, mais c'est un peu l'idée, et c'est vrai que c'est une étape qui est toujours un petit peu compliquée. Parce que 250, là on est à 240 km, faut les faire. Ça prépare idéalement pour Milan-San Remo, ça prépare idéalement même pour ces longues classiques qui vont faire quasiment 6 heures d'effort, comme Gand également, comme le Tour des Flandres, comme Paris-Roubaix. On est sur ces kilométrages là, donc c'est vrai que c'est pour ça que souvent les coureurs de classiques viennent du côté de Tirreno Adriatico, même si les conditions climatiques sont parfois un peu trop bonnes par rapport à Paris. C'est pas représentatif de ce qu'on aura toujours du côté de la Belgique, mais il faut bien le dire que cette fameuse étape longue attire tout le temps, et c'est une étape qui est loin d'être facile, parce que 240 bornes, il faut aller les faire, surtout au mois de mars. Certes, on a de la fraîcheur physique, mais parfois on n'a pas toujours encore le foncier, et pour les jeunes coureurs, ça va être loin d'être évident du côté de cette journée. C'est vraiment une course pour les classic men. Je pense sur des profils un peu routiers, puncher, parce que pour les autres ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est pas suffisamment dur pour les grimpeurs et c'est trop dur pour les sprinters punchers, je pense, et surtout la distance fait que ça va augmenter la difficulté de ce parcours. On regarde tout de suite l'étape. Donc vous voyez, on part de Follonica, donc on repart de la ville d'arrivée de la veille pour aller à Colfiorito, le Foligno, vers Foligno, 240 km au programme de cette journée. Une journée où il y a encore un petit peu de dénivelé positif en plus. Même si c'est pas 5000 mètres, ça reste quand même un petit peu difficile. Donc on partira de Follonica. Au bout d'une heure et demie de course, on aura quand même pris déjà le Rosca Strada, mais on passera au Passo del Lumespento au kilomètre 76. Donc oui, au bout d'une heure et demie, 2 heures de course, selon la vitesse des coureurs, ce Passo del Lumespento. Et puis on aura également une autre difficulté, la Foce, 5 km 2 à 4,6 de moyenne. C'est très régulier, il n'y a pas vraiment de pente extrême sur ces deux côtes-là. Casteldepiano sera le lieu du sprint intermédiaire au kilomètre 170. Et puis on arrivera au bout de 215 km de course, au pied du Colfiorito. Ce Colfiorito, montée de Valico di Colfiorito même, 18 km 400. 3% de moyenne. Alors c'est certes une côte hors catégorie, mais c'est pas non plus une côte extrême, on peut le voir tout de suite. Vous avez les 2 premiers kilomètres qui sont compliqués, après c'est extrêmement roulant, donc il n'y aura pas de gros écarts normalement, sauf que, ça je vous l'aurais dit, normalement si c'était une étape de 180 km, là au bout de 215, le moindre petit changement de rythme peut faire extrêmement mal aux jambes, surtout si ça roule un minimum rapidement. Donc on pourra avoir des petites différences et un peloton bien écrémé au sommet de cette difficulté. Vous voyez qu'au sommet, il restera encore 5 km jusqu'à l'arrivée en légère descente du côté du Colfiorito
vers Foligno. On regarde tout de suite la carte finale des derniers kilomètres. Vous voyez, c'est très rectiligne, donc il ne devrait pas y avoir de grandes difficultés du côté de ce final. Et puis, oui, pas de grosses indications à vous donner, à part que je pense que toutes les voitures, je ne sais pas s'il y a une déviation, où la déviation est quasiment sur la zone d'arrivée. Oui, la déviation est à 100 mètres de l'arrivée, la déviation des voitures, donc ça ne devrait pas poser de problème du côté des coureurs. On voit que ce n'est pas une déviation. Sur le zoom, c'est la route en jaune, c'est pas une déviation qui est en rond-point. On regarde tout de suite la météo pour cette journée avec la carte. Donc vous voyez, on part quasiment de la mer Tyrrhénienne pour aller très proche de l'Adriatique, enfin pour aller un peu au-delà de la moitié de l'Italie si on parle est-ouest. Avec une journée, on va être sur une route très directe pour aller du côté du Col Fiorito. Du côté de la météo, de la pluie, au programme temps pluvieux, donc on devra avoir de la pluie pendant toute la journée, donc ça va renforcer encore plus la difficulté de cette étape avec des températures un peu fraîches, entre 11 et 13 degrés. C'est pas des conditions encore extrêmes, mais c'est quand même pas très agréable, et surtout il faudra faire attention au vent. Ça sera un vent de sud, ce qui veut dire quoi? Un vent de côté, mais véritablement de côté pendant toute la journée. Donc il faudra faire attention déjà de bien tenir son vélo dans le peloton, parce qu'avec vent de côté, ça peut créer des chutes. Mais surtout, ça peut quand même créer des bordures parce que, par exemple, dans ces portions-là, il sera peut-être un petit peu 3/4 d'eau avant le sprint intermédiaire. Donc, ça peut créer des grosses difficultés pour les coureurs. Donc, il faudra faire très attention au vent. Entre 25 et 50 km/h en rafale, et plus on se rapproche de l'arrivée, plus les rafales sont fortes. Donc il faudra vraiment se méfier de ce côté-là. On regarde tout de suite l'histoire autour de cette étape. Donc Follonica, on en a déjà parlé hier, qui était le lieu d'arrivée de l'étape de la veille, remportée par Jonathan Milad. Mais c'est aussi une ville qui est habituée à avoir des départs d'étapes, notamment en 2023 où l'étape arrivait déjà du côté de Foligno, mais c'était une étape beaucoup plus plate et un petit peu plus courte également. C'était Jasper Philipsen qui s'était imposé. Il y avait que 2 côtes au programme, le Passo del Lumespento et la Force, mais il n'y avait pas la dernière côte au final du côté de Foligno. Donc on avait eu un sprint sur cette journée. Et puis si on retrouve cette ville de Foligno, on a Lotte Kopecky qui avait remporté une étape du Tour d'Italie l'an dernier féminin, une étape plutôt plate entre Frontone et Foligno. C'était une étape très courte même, seulement 108 km. C'était l'étape numéro 5. Et puis Viviani a remporté une étape de Tirreno Adriatico du côté de Foligno. On a Steve Cummings également sur Tirreno Adriatico en 2016 qui s'était imposé, mais sur un parcours qui était plus difficile à l'époque et un petit peu plus court également. On a eu Nasser Boigny également qui s'était imposé en 2014 sur le Giro lors de cette étape. Et parmi les coureurs connus de Foligno, on a Fortunato Baldiani. Notamment, alors Fortunato Baldiani, c'était un coureur des années 2010, fin des années 90 et 2010, coureur qui est passé dans beaucoup d'équipes de deuxième division, qu'on a souvent vu dans des échappées, notamment sur le Giro. Et puis Massimilio Gentili, lui qui était coureur également à la Ceramica, à la Domina Vacanze, notamment Wakwa et Sapone dans sa carrière, du côté des coureurs italiens de cette commune de Foligno. La stratégie, il faudra faire attention au vent. Je pense que ça va être une journée très tendue, extrêmement tendue dans le peloton, mais sur 240 bornes, ça va pas être anodin, ce qui fait que ça va créer d'énormes dégâts dans la montée finale, parce que même si elle n'est pas très compliquée, cette montée finale, en fait, on va être tellement tendu pendant toute la journée que tout le monde va être un petit peu HS mentalement, je pense. Il faudra faire attention au délai.
également, parce que si vous êtes dans une bordure, si vous êtes lâché à 100 bornes de l'arrivée, ça peut être très très compliqué pour vous. C'est ce que disait notamment Thomas Voeckler il y a 2 jours sur la moto du côté de France Télévisions, sur une étape du Tour de France qui était arrivée à Saint-Amand-Montrond, où ils avaient été lâchés à 140 bornes de l'arrivée, ils avaient dû cravacher sur la fin pour rentrer dans les délais. Et puis le final, ça va jouer vraiment, je pense, dans un sprint en petit comité. Je vois pas forcément un coureur réussir à faire la différence. Pour moi, ça sera un sprint en petit comité. Il faudra être puissant pour faire la différence. Mes favoris, je mettrai Van Der Poel. Vu ce qu'il a montré du côté du Samin en sprint, dans un sprint face à Janière, là, je pense que les Groenewegen et autres vont pas passer, surtout Groenewegen avec sa chute de la veille. Donc, je pense que Van Der Poel fait partie des favoris. Je mets une petite pièce sur Aramburu, le coureur de la Cofidis. On sait que Cofidis joue les étapes sur cette épreuve. Je me dis Aramburu, ça peut le faire. J'ai peur que Cocard, sur 250 bornes, ça soit un peu long pour lui. Surtout que son sprint de l'étape numéro 2, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Donc je me dis Aramburu, pourquoi pas. Et puis Romain Grégoire. Bonne pointe de vitesse du côté de Romain Grégoire, on le sait, le coureur de la Groupama, et puis avec l'abandon de Gaudu, on n'a plus forcément de leader à protéger, donc il peut être extrêmement bien entouré. Et puis je termine avec Thomas Pidcock du côté de mes favoris, bien entendu, on parle de Van Der Poel, il ne faut pas négliger Pidcock sur ce type d'arrivée. Les coureurs à suivre, Vauquelin, c'est un peu comme Scalmoseux, on sait que c'est un coureur qui est très fort dans les sprints en petit comité. Donc je pense qu'il va falloir faire attention à lui. Moi je vais suivre Ghana parce que il a dit qu'il avait fait des progrès en montagne. Donc ce qu'on attend c'est des résultats. Et puis Johannes Mittet, le coureur de la Décathlon, on verra ce que ça donnera. Et puis Marc Hirschi également du côté de la Tudor. Mais j'ai peur que ça soit un peu trop plat pour Marc Hirschi pour qu'il soit en capacité de faire des différences. Du côté du programme télé, eh bien 13h05 sur Max et Eurosport 2. Arrivée normalement prévue vers 15h40, mais plus l'étape est longue, plus les horaires d'arrivée sont difficiles à anticiper du côté des organisateurs. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!